dédié au MOOC L'éco pour qui, pourquoi. Nous avons aujourd'hui en tant qu'intervenant Monsieur Sébastien Lotz, professeur en sciences économiques à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Ce webinaire sera également modéré par mes deux collègues Hugo et Théo, qui vont se présenter à leur tour. Je suis Hugo Fava, je suis chef de projet chez Fun et je vais modérer ce webinaire avec Théo. Et moi, c'est Théo, je suis chargé de com chez Fun et pareil, donc je vais modérer. Donc, à droite de vos écrans, vous avez un chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Toutes vos questions seront relayées à la fin de la présentation par Hugo et Théo. Si entre-temps, vous avez des problèmes techniques ou que vous devez tout simplement vous absenter, ne vous inquiétez pas, tout le webinaire sera enregistré et vous recevrez à la fin de la présentation un mail contenant le replay du webinaire. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Lotz. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents donc pour ce webinaire, donc qui est consacré en fait à une présentation donc du MOOC d'orientation consacré aux études de sciences économiques à l'université. Donc vous pouvez retrouver ce MOOC donc sur la plateforme Fun qui s'appelle l'éco pour qui pourquoi. Alors c'est un MOOC, vous allez le voir, de présentation à la fois générale de l'enseignement de l'économie à l'université. Et il y a dans ce MOOC un certain nombre de rubriques. Donc une rubrique qui est consacrée au métier de l'économiste avec un certain nombre de témoignages. Donc vous pouvez écouter ces témoignages donc de personnes qui aujourd'hui travaillent et dans différents domaines, qui exercent différentes activités et qui auparavant ont fait des études d'économie à l'université. Ensuite, il y a d'autres rubriques, une rubrique consacrée aux matières fondamentales. Donc c'est une rubrique dont je vais parler très rapidement. Également une rubrique sur les matières de spécialisation en économie. Cette spécialisation, on va y revenir, se faisant essentiellement en fin de licence et principalement en master. Et puis, il y a aussi une rubrique qui est consacrée aux outils de l'économie, c'est-à-dire l'ensemble des matières, on va dire autres que les principales matières que l'on enseigne généralement, mais qui sont néanmoins importantes pour bien réussir dans ces études d'économie. Alors, généralement, comme il y a beaucoup de lycéens, j'imagine, présents aujourd'hui, il faut savoir que quand vous vous orientez donc à l'université en sciences économiques, ou en tout cas quand vous décidez de suivre cette orientation, il y a un grand nombre de matières qui vont être nouvelles pour vous, même si auparavant vous avez pu suivre une filière plutôt sciences économiques et sociales. Ce sont des matières donc à la fois nouvelles et également qui insistent davantage sur l'aspect historique, sur l'aspect théorique et sur l'aspect quantitatif de la matière. Certains parmi vous n'ont peut-être pas fait d'économie, ou en tout cas très peu, et souhaiteraient éventuellement bien poursuivre dans cette discipline. Et c'est quelque chose qui, de toute manière, est envisageable et assez même facilement selon votre parcours si vous avez une appétence pour cette matière et surtout pour les matières, je vais y revenir, quantitatives, donc si vous êtes plutôt, on va dire, scientifique à la base. Alors, je vais commencer d'abord avec la première rubrique donc, qui est développée dans ce MOOC, qui concerne les matières principales de l'économie. Donc, quand on se lance dans des études d'économie, évidemment, l'objet, c'est de faire de l'analyse économique, mais habituellement, on distingue deux branches de l'économie. Ce sont finalement ces deux branches qui vont permettre de distinguer ces deux matières principales, qui sont d'une part la microéconomie et d'autre part la macroéconomie. Donc, quand on fait de la microéconomie, alors très souvent, c'est assez nouveau pour vous. On va s'intéresser à la question des choix individuels. Donc, ça peut être le choix d'un individu en termes, par exemple, de consommation, en termes d'épargne, compte tenu, par exemple, de son salaire ou de son revenu. Donc, comment est-ce que l'agent fait ses choix? Ou alors, on peut s'intéresser aussi tout simplement au comportement de l'entreprise et voir en fonction de sa situation, c'est-à-dire en fonction de l'état du marché sur lequel elle vend ses biens, est-ce que c'est un marché concurrentiel, un marché monopolistique, etc., voir elle-même comment elle va être amenée à adapter sa production compte tenu du prix qui est sur le marché.
Et puis, il y a donc cette deuxième branche qui est la macroéconomie, qui, elle, va davantage s'intéresser aux questions d'ordre donc macroéconomique, c'est-à-dire on va s'intéresser aux variables agrégées, aux variables globales. Et ce sont des variables dont vous entendez souvent parler dans la presse ou dans l'actualité, puisqu'il s'agit d'étudier la formation du produit intérieur brut, la consommation, l'évolution de la consommation, la croissance économique, le comportement d'investissement des entreprises. Ça peut être des questions liées à l'inflation, par exemple, dont on parle aujourd'hui beaucoup. Bref, on s'intéresse à ces variables et évidemment aux liens qui existent entre ces variables, de manière à étudier, par exemple, les politiques économiques, quelles sont d'une part les politiques qui pourraient être envisagées et éventuellement essayer de mesurer les effets de ces politiques économiques. Alors ça, ce sont des matières, on va dire, purement économiques, donc aussi bien à travers la micro et la macro. Mais il y a d'autres matières qui sont fondamentales ou indispensables, en tout cas, pour justement bien réussir ces deux matières. Ce sont les mathématiques et les statistiques. Donc, ce sont des matières importantes parce que justement, ce qu'on cherche à faire à chaque fois, c'est formaliser les relations entre les variables que je viens d'évoquer. Et éventuellement, quand on fait de la statistique aussi, c'est d'analyser les données et de les traiter et d'en déduire quelque chose, donc de comprendre un certain nombre de phénomènes à travers l'étude de ces différentes données. Enfin, il y a deux autres matières également qui sont importantes et qu'on est amené à étudier quand on fait de l'économie, c'est la comptabilité et la gestion. Alors l'objectif ici de la comptabilité, c'est surtout de regrouper et de classifier dans des comptes les données à la fois économiques et financières. Donc ça peut être les données qui concernent la nation, et on parlera de comptabilité nationale, ou ça peut être des données qui sont propres à une entreprise. Par exemple, on va essayer de calculer des soldes intermédiaires de gestion pour essayer d'évaluer la santé financière justement de ces entreprises. Et donc là, c'est de la comptabilité générale, assez standard. Donc ici, on a on va dire les quatre principales ou 6 principales matières qu'on va être amené généralement à étudier tout au long de son parcours, essentiellement de licence et puis parfois un peu plus lors d'un master. Parallèlement donc à toutes ces matières, il y a quand même des matières aussi de spécialisation, puisque l'objectif de ces études, c'est quand même d'avoir une bonne insertion professionnelle à la fin de ces études, et donc on est amené à spécialiser, alors plus ou moins rapidement, ou en tout cas progressivement, les étudiants dans un domaine particulier. Et cette spécialisation, elle a lieu soit à travers des parcours, quand par exemple on choisit un parcours de licence, ou alors elle a lieu à travers des mentions de master. Donc c'est à ce moment-là généralement que la spécialisation est forte. Et au sein même de ces mentions, il peut y avoir des parcours beaucoup plus spécialisés. Alors, en ce qui concerne ces spécialisations ou cette spécialité, alors elle est très variable d'une université à l'autre. C'est la raison pour laquelle il est important de regarder le site des universités, de voir un peu quelles sont les spécialités qu'elles proposent, parce que celles-ci sont très dépendantes du domaine de spécialisation de ces enseignants-chercheurs. Il se peut que dans certaines universités, on retrouve les mêmes spécialisations, mais que dans d'autres, au contraire, il y ait des spécialités que vous ne retrouvez pas ailleurs. Donc, il faut vraiment regarder attentivement cela. Et cette spécialisation, en fait, elle est liée à une nomenclature nationale. Donc, il y a pour les masters, des mentions de master, donc qui respectent cette nomenclature. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, par exemple, il y a une mention qu'on appelle Monnaie Banque Finance Assurance. Il y a une mention économétrie et une mention économie du développement, économie internationale, économie de l'entreprise, économie sociale et solidaire, économie de la santé, économie de l'environnement, etc. Donc, vous voyez qu'il y a un grand nombre de mentions de master à travers donc cette nomenclature. L'idée, c'est évidemment, comme je l'ai dit, de pouvoir vous insérer facilement à la sortie de vos études. Et c'est la raison pour laquelle il faut regarder attentivement quelles sont les spécialités proposées par les universités dans lesquelles vous souhaiteriez entrer. Enfin, donc, il y a une autre rubrique qu'on a appelée les outils de l'économiste.
Donc ce sont en fait ces matières qui, là encore, vont servir à progresser dans les matières principales, ou en tout cas dont on va souvent avoir besoin pour faire des analyses aussi bien statistiques ou économiques. Et ces deux matières, donc, c'est à la fois l'informatique et les langues, et plus spécifiquement l'anglais. Alors l'informatique, ben, c'est un outil indispensable aujourd'hui, à la fois donc pour traiter des données ou éventuellement faire des simulations, pour mesurer les effets éventuellement de politique économique. Et donc c'est une matière qu'il faut maîtriser évidemment à un certain niveau. On n'est pas informaticien quand on fait de l'économie, mais en tout cas on en a besoin, et c'est la raison pour laquelle très souvent on vous amène à, eh bien, à manier différents logiciels, ou en tout cas aussi à apprendre un certain nombre euh, d'outils de programmation de manière, eh bien, à pouvoir éventuellement programmer par la suite. Ensuite, il y a donc l'anglais, ou en tout cas, c'est la matière principale, on va dire, ou la langue de travail de l'économiste, qui est très importante. Alors, pas uniquement quand on fait des études pour pouvoir comprendre la littérature économique, mais aussi parce que cette langue, elle est importante par la suite, et en particulier si vous vous destinez à travailler dans des entreprises ou dans des institutions, euh, étant donné que habituellement vous serez amené à devoir parler en anglais, aussi bien avec des collègues qu'avec des fournisseurs ou qu'avec des clients. Bref, donc l'anglais est important, et c'est la raison pour laquelle très souvent, tout au long de votre cursus, on vous oblige, ou en tout cas après, si c'est optionnel, on vous propose eh bien, d'approfondir l'anglais économique, que vous vous destiniez à une carrière, on va dire, de chercheur ou pas, ou que vous décidiez au contraire d'intégrer une entreprise ou une institution. Donc voilà pour l'ensemble des rubriques qui sont présentées dans ce MOOC, que vous pouvez consulter, qui sont évidemment, ces rubriques, elles sont davantage détaillées qu'ici. Notez que donc quand vous engagez dans ces études, donc il faut bien préparer en amont eh bien, vos souhaits, et donc il faut bien regarder aussi quels sont les prérequis qui sont demandés par les différentes universités, parce qu'elles vont être amenées, eh bien, à sélectionner en fonction de ces prérequis. Alors parallèlement, on va dire, à la licence normale, standard, qui se fait en 3 ans, et donc avant, parallèlement à l'entrée, on va dire, en licence 1, n'oubliez pas qu'il y a aussi des cursus un peu différents, c'est-à-dire il existe aussi des doubles cursus. Alors je crois que maintenant sur Parcoursup, ces doubles cursus apparaissent, donc vous pouvez faire en parallèle 2 licences. Donc ce sont des licences qui sont adaptées. Donc par exemple pour l'économie, très souvent on trouve des doubles cursus en économie et en droit, mais il peut y avoir aussi d'autres types de cursus. Chaque université est libre de proposer ceci. Et puis, il y a aussi des cursus qui sont un peu plus sélectifs, c'est-à-dire des cursus qui sont renforcés, dans le sens où, donc, en plus de la licence que vous allez être amené à suivre, vous avez des matières supplémentaires. Et donc, ce sont des cursus qui sont un peu plus difficiles à obtenir, et pour lesquels le travail est évidemment plus soutenu, parce que vous avez beaucoup plus d'heures dans ces principales matières, et donc ça vous donne un diplôme supplémentaire. Très souvent, c'est un diplôme d'université qui s'ajoute en fait à votre diplôme de licence. Je pense avoir à peu près fait le tour des questions concernant donc ce MOOC. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Les modérateurs donc sont là pour justement faire la synthèse de ces questions, et je vais donc à présent y répondre. Pour l'instant, il ne semble pas avoir de questions. N'hésitez vraiment pas à poser, vos questions dans le chat. C'est fait pour ça. Du coup, on a Julien qui demande: «Bonjour, pouvons-nous nous lancer en économie
même si nous n'avons pas suivi un enseignement de spécialité mathématiques, mais plutôt l'option mathématiques complémentaires? Alors ça, il faut regarder à chaque fois, à nouveau, hein, je le répète, quels sont les prérequis dans chaque université. Chaque université est libre de choisir justement les matières qui lui paraissent indispensables. C'est vrai que d'une manière générale, on demande à ce que les étudiants aient fait des mathématiques. Alors au moins euh, les mathématiques complémentaires. Donc ça, c'est généralement demandé. C'est mieux si vous avez pris l'option mathématique, mais au moins l'option mathématique complémentaire. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, c'est un enseignement que de toute manière vous allez avoir à l'université. Et donc, c'est censé être dans la continuité de ce que vous avez pu voir en première et en terminale. Donc, ceux qui n'ont pas fait de mathématiques ou moins de mathématiques ou qui ont en partie abandonné cette matière auront de toute manière plus de difficultés à suivre la première année de licence, même s'il y a généralement une remise à niveau dans la plupart des universités en début d'année avec des rappels du programme de terminale. Mais il faut quand même que vous ayez un goût pour les mathématiques, généralement, pour pouvoir poursuivre à l'université. Alors, certaines universités, on va dire, enseignent moins ou plus les mathématiques que d'autres, mais d'une manière générale, on va dire que c'est une matière qui est quand même importante parce qu'on est amené à formaliser le fonctionnement de l'économie, on est amené à faire des statistiques, à traiter des données, etc. Donc, c'est quand même important d'avoir suivi cette option, ou en tout cas cette option maths complémentaire en terminale. Alors, quelle est la différence entre IAE et université au niveau des cursus? Alors IAE, donc il y a une sélection à l'entrée, mais c'est un petit peu différent parce que ce sont plus des études d'administration économique, donc qui sont plus liées à la gestion. Alors c'est vrai, j'en ai pas parlé. Très souvent, on propose des licences, donc à l'université, des licences d'économie ou d'économie-gestion. Ce sont des licences donc avec un cursus purement économique. Il y a donc, quand c'est économie-gestion, mais même quand c'est qu'une licence d'économie, des enseignements de gestion et des comptabilités, je l'ai dit. Mais parallèlement à ces études ou à ces cursus d'économie ou d'économie-gestion, il y a aussi parfois des cursus de gestion. Donc dans ce cas-là, c'est une licence de gestion dès la première année où il y a beaucoup moins d'économie, beaucoup moins de mathématiques, de statistiques, etc. Donc c'est beaucoup moins quantitatif et c'est plus tourné vraiment vers la gestion de l'entreprise, gestion financière, comptabilité, etc. Et donc l'IAE, c'est un peu pareil. Alors c'est un autre type de sélection, mais, mais on va dire que l'orientation est plus proche de la gestion que de l'économie. Donc ce sont des études qui sont assez éloignées du cursus d'économie standard à l'université. Alors, on a Inès qui demande, pouvez-vous nous donner certains métiers dans le domaine de l'économie? Oui, alors c'est vrai que l'économie ouvre à beaucoup de métiers en fait. Comme vous le voyez, donc on s'intéresse généralement au fonctionnement de l'entreprise, à la question des prix, de la formation des prix, à la question comptable, aux questions de gestion financière. Donc finalement, on est amené à pouvoir, évidemment, en fonction, là encore, hein, de la spécialisation qu'on choisit, soit en licence 3 généralement, soit en master, à s'orienter dans des domaines différents, mais qui sont quand même assez variés. Alors, je peux vous donner quelques types de débouchés, mais par exemple, vous pouvez très bien être, si vous avez fait plutôt une licence et un master quantitatif, vous pouvez être chargé d'études économiques et statistiques, vous pouvez être économètre dans une entreprise, vous pouvez, si vous avez fait plutôt un cursus monnaie, banque, finance, assurance, faire de l'audit, être gestionnaire d'actifs, de l'analyse financière dans une entreprise ou dans une institution. Vous pouvez même devenir entrepreneur. Il y a des étudiants, j'en ai eu, qui ont monté leur entreprise. Vous pouvez travailler dans des startups, par exemple, ou dans le domaine de la fintech, c'est-à-dire toutes ces nouvelles technologies
ou en tout cas tous les domaines de la finance qui s'emparent de ces nouvelles technologies. Vous pouvez faire évidemment, si vous vous orientez plus vers la recherche, une carrière éventuellement universitaire, ou vous pouvez passer des concours dans la fonction publique, dans des organisations internationales. Vous pouvez, je l'ai dit, par exemple, travailler dans le secteur de la santé. Vous pouvez très bien travailler dans, je sais pas, dans un hôpital, par exemple. Vous pouvez être amené, voilà, à faire de l'économie de l'environnement, de l'énergie, des transports. Bon, ce sont des thèmes à la mode. Donc, vous voyez qu'il y a un grand nombre de secteurs dans lesquels vous pouvez vous insérer par la suite. Et là encore, en fonction de l'orientation que vous choisissez préalablement. Théo nous pose la question: Bonjour, est-ce obligatoire d'avoir fait SES en terminale ou en première où les maths peuvent suffire? Alors, évidemment, si vous avez fait SES, c'est que déjà vous avez un certain goût pour l'économie. En tout cas, c'est une matière, c'est un domaine qui vous intéresse. Donc, vous pouvez tout naturellement entrer à l'université avec ce cursus. Mais il y a beaucoup de personnes, en tout cas, il y a un grand nombre d'étudiants qui commencent des études d'économie sans avoir fait ce parcours SES, mais un parcours plus scientifique et qui, eh bien, tout simplement parce que ils ne souhaitent pas faire des sciences dures, mais voilà, se lancer dans ce type de formation, choisissent au contraire de faire de l'économie et d'appliquer en fait des méthodes qu'ils ont pu apprendre auparavant dans un domaine différent. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants qui soit viennent de SES, effectivement, mais aussi beaucoup qui n'ont pas fait SES auparavant, qui ont plutôt un parcours plus scientifique. Sébastien nous pose la question: grâce au SES, que pouvons-nous faire après le bac? Bon, c'est à peu près la même chose au final, mais si vous voulez, Ouais, bah, c'est ce que. Alors après, tout dépend à quel niveau vous arrêtez. C'est-à-dire que il faut bien voir que généralement, si vous vous lancez dans des études universitaires, bah, une majorité d'étudiants souhaitent faire 5 années d'études, c'est-à-dire aller jusqu'à la fin d'un master, en sachant que aujourd'hui, donc à la fin de la licence et donc avant l'entrée en master, qui maintenant sont des masters en 2 ans, il y a donc une sélection. Euh, donc ça veut dire que le passage entre la licence et le master n'est pas automatique. Donc cette année, là, on vient d'apprendre qu'elle allait être créée donc une plateforme un peu à l'image de Parcoursup pour les masters. Donc ce sera le même type euh, de, euh, de logiciel pour justement euh, choisir ces masters au niveau national. Donc il y aura une plateforme unique. Et donc, tout ça pour dire que si vous allez jusqu'au bout du master, eh bien, la spécialisation que vous allez choisir vous amènera à faire bien un métier qui est très lié à cette spécialisation. Maintenant, si vous arrêtez avant, donc en licence, évidemment que vous pouvez vous insérer également dans le monde du travail, mais vous voyez, avec un niveau enfin, un diplôme un peu moins élevé que si vous sortiez avec un master. Et donc, ça veut dire que vous aurez des emplois un peu différents, mais d'une manière générale, vous travaillerez probablement dans le même secteur d'activité compte tenu du début de spécialisation que vous avez pu choisir éventuellement en fin de licence. Car dans beaucoup d'universités, si en première et deuxième année, il y a un tronc commun et donc quelques matières parfois optionnelles que vous pouvez choisir pour déjà euh, eh bien, suivre des matières qui vous intéressent davantage que d'autres et donc essayer de voir quelle serait la spécialisation que vous souhaiteriez prendre par la suite. La plupart des universités proposent une spécialisation en licence 3 à travers des parcours qui sont dédiés vers un domaine plus précis. Et donc là, ça vous permet déjà de sortir en fin de licence avec une première spécialisation et donc de pouvoir commencer, si vous n'avez pas la possibilité de poursuivre un master, vous ne le souhaitez pas, des métiers liés à cette spécialité. du coup, Germain, toujours dans le même thème, mais puis-je avoir une idée des matières enseignées jusqu'à la licence?
Oui, alors, comme je l'ai dit, alors il y a des il y a des mathématiques, il y a des statistiques, il y a de la microéconomie, il y a de la macroéconomie. Après, vous avez de l'économie internationale, vous pouvez avoir de l'économie monétaire, vous pouvez de l'économie industrielle, vous pouvez avoir, de l'économie de la santé, de l'économie de l'environnement, heu, il y a beaucoup de cours, en fait, qui sont proposés, hein, dans la plupart des universités, mais globalement, ah oui, il y a des cours de croissance économique, il y a des cours d'histoire de la pensée économique. Donc très souvent, voilà, ce sont les principales matières, on va dire, qui vont être enseignées à un moment donné, pendant, vos 3 premières années. Alors certains ne suivront pas toutes ces matières si, il y a une spécialisation évidemment. Et comme je l'ai dit, dans certaines universités, certaines spécialités ne sont pas, proposées. Donc heu, donc si vous voulez faire par exemple de l'économie, je sais pas, de l'entreprise, bon, économie d'entreprise ou monnaie banque finance, généralement, vous allez avoir beaucoup d'universités qui le proposent. En revanche, si vous voulez faire de l'économie de la santé ou de l'économie de l'environnement, il y aura probablement moins d'universités qui proposeront, ce type de spécialisation. Donc c'est pour ça, il faut vraiment regarder, quels sont les cursus qui sont proposés. Jules demande: «La licence éco-gestion possède quelle, matière de gestion?» Alors généralement, c'est, de la gestion financière. Donc en fait, vous allez avoir de la comptabilité, vous avez de la comptabilité nationale, vous avez de la comptabilité générale. Donc comptabilité générale, c'est les comptes de l'entreprise et après vous avez de la gestion financière. Donc là, vous allez rentrer davantage, dans le détail des comptes, vous allez regarder un certain nombre de ratios, heu, qui concernent l'entreprise. Donc c'est essentiellement ces matières-là qui vont être enseignées. Après, parfois, alors, vous pouvez aussi avoir des options. Par exemple, je sais pas, faire une option marketing, mais vous voyez, c'est une option qui est proposée, mais qu'on retrouve habituellement, comme une matière un peu obligatoire dans les cursus de gestion, mais qu'on trouve assez peu, finalement, dans les cursus, d'économie. Donc ça peut être une matière qui est proposée, hein, optionnelle, mais on va dire que généralement dans les cursus, dans le cursus habituel ou dans le tronc commun, Heu, voilà, c'est plutôt de la gestion financière que l'on retrouve. Julien demande: «Doit-on lire de grands économistes pour commencer des études d'économie?» Mmh, c'est bien si vous le faites. Après, il y a rien d'indispensable, comme je l'ai dit, vous allez, de toute manière généralement avoir, un cours d'histoire de la pensée économique à un moment donné, dans votre cursus, donc vous allez être amené à étudier un certain nombre d'auteurs, de différents courants de pensée et donc si vous avez déjà cette culture générale, c'est très bien, mais disons qu'à l'université, c'est le type de cours qu'on est amené à vous proposer, et donc c'est complémentaire, on va dire, aux cours, plus standards qui sont, vraiment, des cours de micro et de macroéconomique avec beaucoup, en fait, de mathématiques, pour, traiter ces questions. Joseph se demande: «Sommes-nous obligés de passer par des prépas?» Non, c'est-à-dire que l'objectif de l'université, c'est justement de pouvoir, être intégré dès la fin du lycée. Heu, donc heu, donc généralement les étudiants entrent, en première année, de licence à l'université après, leur terminale. Maintenant, certains qui ont fait le choix, de s'orienter vers, des prépas, et qui parfois échouent, à l'issue de leur prépa, ont la possibilité, aujourd'hui, parce qu'il y a davantage de passerelles ou des accords entre certaines prépas et les universités, de réintégrer l'université par la suite. Donc ils ont une équivalence et donc ils peuvent, poursuivre, on va dire, en licence. Alors, s'ils ont fait 2 années de prépa, par exemple, ils vont se retrouver soit dans la deuxième année d'économie, soit dans la troisième année d'économie, à travers donc, ces accords, ou ces équivalences. Mais on va dire que le cursus standard, c'est de commencer en première année et de finir sa licence au bout de 3 ans. Maintenant, rien ne vous empêche, inversement, si vous avez commencé à l'université aussi, de vous réorienter par la suite. Mais, on va dire que si vous faites une prépa, généralement, c'est plutôt pour intégrer des écoles de commerce plus que l'université.
Mais certains, soit ne souhaitent finalement pas aller vers ces écoles, soit décident de réintégrer l'université et, euh, et donc ont la possibilité de continuer dans un parcours économique, par exemple en licence 3 à l'université. Laetitia qui demande, est-ce qu'on peut déboucher sur les ressources humaines après une licence ou un master en économie? Alors généralement, si vous voulez travailler dans les ressources humaines, c'est plutôt une orientation en gestion qui serait plus appropriée. Ce sont des matières qu'on retrouve habituellement justement dans ce type de cursus. Euh, Ça ne veut pas dire que après des études de sciences économiques, on ne puisse pas faire ce type de métier, tout simplement parce que là encore, vous pouvez intégrer par exemple une licence d'économie-gestion en première et deuxième année, et par exemple vous orienter vers une licence de gestion en troisième année. Donc par exemple, s'il y a une licence d'économie-gestion et également une licence de gestion qui débute en troisième année, bah, vous pouvez faire les 2 premières années donc d'économie-gestion et ensuite choisir entre soit la licence vraiment d'économie, soit la licence de gestion et après se poursuivre dans un master plutôt orienté gestion, donc par exemple un master de ressources humaines. Mais si vous avez fait une licence d'économie, pareil, rien ne vous empêche de postuler dans un master, par exemple, ressources humaines. Après, c'est à chaque directeur de master eh bien, de faire sa sélection, de faire la sélection des candidats à l'entrée de son master. Et donc, il regarde évidemment le cursus que vous avez suivi auparavant. Mais, mais logiquement, si vous êtes déjà orienté vers ce domaine-là, il n'y a pas de raison, si vous avez de bons résultats, que vous ne puissiez pas poursuivre dans les ressources humaines. Alors, on a une question de Sébastien. Quelles sont les différences entre une fac d'éco et une école de commerce? Alors, bah déjà, les écoles de commerce, alors ça dépend de quelles écoles vous parlez. La plupart du temps, vous commencez par une prépa, donc vous avez fait 2 années de prépa et ensuite vous intégrez une école de commerce pendant 3 années. Euh, bon, c'est différent dans la mesure où l'école de commerce, elle va, euh, elle va moins insister, on va dire, sur l'aspect économique, sur l'aspect mathématique, statistique, etc. Donc l'école de commerce, c'est plus propose en fait des cours peut-être plus variés, qui sont peut-être plus orientés vers l'entrepreneuriat ou vers l'entreprise, même si à l'université, comme je l'ai dit, hein, on a vraiment des licences qui sont tournées vers le domaine de l'entreprise. Donc ça ne veut pas dire que ce que fait l'un, bah, vous ne le retrouvez pas à l'université, ou ce que font les écoles de commerce, vous ne pouvez pas le retrouver à l'université. Mais disons que c'est un cursus qui est un peu différent, puisque c'est un cursus très sélectif qui se fait après des prépas. À l'université, c'est beaucoup plus progressif, c'est-à-dire que vous avez un enseignement assez rigoureux, assez solide dans des matières assez quantitatives dès le début, et vous vous spécialisez, on va dire, plus lentement, et surtout, les spécialisations sont quand même beaucoup plus variées que généralement dans les écoles de commerce, où les débouchés sont à peu près tous les mêmes, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même une palette euh, enfin, de spécialisation aussi qui grandit dans ces écoles de commerce. Euh, voilà, après, ce sont 2 systèmes parallèles, différents, avec, là encore, des passerelles. Donc, il y a des étudiants qui sont en école de commerce et qui décident de revenir à l'université, par exemple, pour faire un master. Et inversement, il y a des étudiants qui commencent par un cursus d'économie et puis qui s'orientent par la suite vers des écoles de commerce. C'est à présent plus souple qu'il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, mais en tout cas, voilà, ces passerelles existent. Bon, après, ce sont 2 systèmes, voilà, très différents. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux et surtout quel type d'orientation vous souhaitez à l'issue de vos études. Et pour tous ceux qui sont notamment intéressés par l'école de commerce et la prépa, on a des MOOC qui sont disponibles sur ces sujets, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Du coup, on a Joseph qui demande, pouvez-vous nous donner des exemples
d'école de commerce et d'université? Alors, qu'est-ce que vous entendez par exemple? C'est une bonne question. Je pense que c'est les noms, des noms, connus peut-être? Des noms, ouais, c'est ça, des noms. Bah, je sais pas, alors les universités, bah, il y en a plein, il y en a dans toutes les villes, il y en a vous avez plein d'universités, tout dépend d'où vous venez. Alors c'est vrai que si vous êtes parisien ou en région Île-de-France, il y a un grand nombre d'universités, on va dire parisiennes. Si vous êtes en province, bon, généralement, il y a une université dans la principale ville de province, mais enfin, chaque grande ville a son université. Après, pour les écoles de commerce, bah, ça, c'est bon, on connaît les grandes écoles de commerce, HEC, SCP, Lannion, je sais pas, il y en a beaucoup, l'ESSEC, etc. Donc, après, il y a des classements avec des écoles plus ou moins prestigieuses, avec une difficulté à l'entrée qui est plus ou moins importante. C'est un peu comme les grandes écoles, on va dire, dans le domaine des sciences, enfin des mathématiques ou dans les grands corps. Voilà, il y a beaucoup il y a beaucoup aujourd'hui d'écoles de commerce plus ou moins prestigieuses. Donc ça, c'est à vous de regarder quel est le degré d'exigence et quels sont aussi, là encore, les prérequis pour pouvoir intégrer ce type d'école. Alors, on a une question d'Audrey. Bonjour, comment trouve-t-on les cursus renforcés sur Parcoursup? Je ne sais pas si vous avez l'information. Alors, je n'ai pas l'information parce que je crois que justement, autrefois, tous ces cursus renforcés n'étaient pas dans Parcoursup, c'était une inscription parallèle. Il me semble que cette année, tous ces cursus sont sur Parcoursup, donc il faut vraiment regarder. Alors, je ne sais pas si vous pouvez trier par université, c'est-à-dire regarder quels sont les cursus qui sont proposés par chaque université. Parfois, il faut aller dans d'autres domaines, donc c'est un peu compliqué parce que par exemple, si on a un cursus en ingénierie économique, il faut aller peut-être regarder du côté de l'ingénierie et voir qu'il y a un cursus d'ingénierie économique et qui va peut-être pas forcément apparaître du côté de l'économie. Donc, faut un peu, voilà, le mieux, je pense, c'est d'aller directement sur les sites internet des universités, regarder quelles sont les formations qui sont proposées, quels sont les cursus qui sont proposés, parce que là, vous allez déjà avoir la liste de tous ces cursus et ensuite, vous irez voir sur Parcoursup, eh bien, si vous retrouvez, enfin, vous allez le retrouver, mais où vous pouvez le retrouver, probablement à partir du nom. Mais voilà, vous trouverez comment vous inscrire dans ces cursus. On a fait le tour des questions. D'accord. Du coup, Alors, je ne n'hésitez sais pas. Ouais, si d'autres personnes veulent intervenir. Je viens de mettre un message dans le chat pour demander si les gens ont des questions encore. Il faut que Sébastien ait écrit quelque chose. Donc simplement, je prends la parole quelques minutes. Donc à nouveau, hein, j'insiste sur le fait qu'il est important de bien regarder au moment où vous allez vous inscrire sur Parcoursup les prérequis. Parce que ça va être un élément central dans la sélection des étudiants par les différentes universités. Bien regarder aussi le contenu des programmes et de bien revoir quels sont les différents cursus et en particulier les spécialisations qui vous sont proposées. Alors, vous pouvez évidemment commencer dans une université et changer en cours de route, c'est-à-dire si à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a une spécialité qui vous intéresse, qu'elle n'est pas proposée dans l'université dans laquelle vous êtes, bah, vous aurez l'occasion ou la possibilité de postuler dans une autre université, par exemple, soit pour changer entre la licence 2 et la licence 3, soit au moment du passage en master. Donc, vous pouvez vous réorienter à ce moment-là. Mais bon, parfois, c'est mieux aussi de regarder dans le détail si déjà vous avez une envie particulière, en tout cas, vous avez une idée précise du cursus que vous souhaitez faire, de voir si justement l'université à laquelle vous souhaitez postuler propose votre spécialité.
Alors, il y a plusieurs questions en même temps. Alors, bonjour. Quels sont les débouchés disponibles après avoir fait de l'économie? Question de Liam. Alors, j'en ai déjà plus ou moins parlé tout à l'heure. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de métiers que l'on peut faire en faisant de l'économie. C'est vrai qu'on a un certain nombre de compétences à l'issue de ces années d'études parce qu'on maîtrise les outils informatiques, on maîtrise les outils mathématiques. Généralement, on est capable de traiter aussi beaucoup de données. Maintenant, il y a du big data, etc. Et puis, à nouveau, on s'est spécialisé de plus en plus, on se spécialise de plus en plus et de plus en plus tôt. Donc finalement, selon le domaine que vous avez privilégié, vous allez être amené, et surtout aujourd'hui à travers vos stages, parce qu'il faut évoquer aussi cette question qui est importante à l'université, c'est-à-dire que dans la plupart des cursus, en particulier en master, maintenant vous êtes amené à faire un stage au cours de votre master d'au moins 6 mois, donc vous avez déjà cette expérience. Vous avez également la possibilité, pendant votre master, de faire une césure, une année de césure, et donc, par exemple, de faire, pendant cette césure, qui n'est pas automatique, hein, que vous devez solliciter, en tout cas, dont vous devez avoir un accord. Dans ces cursus, vous pouvez faire, par exemple, une année de stage, enfin, ou 2 stages de 6 mois, puisque c'est limité à 6 mois, mais en tout cas, vous pouvez faire déjà donc 2 stages de 6 mois, c'est-à-dire un an d'expérience. Vous pouvez déjà avoir un an d'expérience. Et puis maintenant, beaucoup de masters sont aussi passés en apprentissage. Donc à l'université, il y a un grand nombre de masters qui proposent une formation en apprentissage, donc soit pour la plupart en M2, soit à partir du master 1. Et donc là, eh bien, vous êtes à la fois en entreprise et vous suivez vos études à l'université, ce qui veut dire que vous allez déjà avoir, là encore, une année de contrat dans une entreprise pendant votre année de master, ce qui vous amène à sortir avec, vous voyez, une expérience d'au moins 6 mois, voire un an, voire parfois 2 ans si vous avez fait 2 années d'apprentissage. Et donc, bien généralement, c'est relativement simple, ou en tout cas plus facile, de trouver rapidement un emploi, si vous souhaitez tout de suite poursuivre dans le monde professionnel. Maintenant, là encore, les métiers, ben, j'en ai parlé. Si, je ne sais pas, si vous avez fait un cursus en monnaie, banque, finance, assurance, vous pouvez très bien travailler dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de la finance, être, je sais pas, être, je l'ai dit tout à l'heure, gestionnaire d'actifs, faire de l'analyse financière. Vous pouvez faire de l'actuariat, vous pouvez travailler dans, je sais pas, une institution monétaire ou financière, nationale, internationale. Vous pouvez aussi parfois vouloir passer des concours de la fonction publique pour différents types de métiers. Vous pouvez au contraire, je sais pas, vouloir travailler dans une entreprise, vous occuper de sa gestion, vous occuper, si vous êtes dans une grosse entreprise, du traitement des données. Bref, il y a énormément de métiers que vous pouvez faire à l'issue de ce cursus. Et les stages que vous avez faits vous aident justement à vous insérer davantage, ou en tout cas rapidement. Voir l'apprentissage, c'est aussi une bonne solution pour ceux qui souhaitent allier à la fois une expérience en entreprise et continuer leur formation universitaire. Alors, Émile demande quelles universités viser pour poursuivre les études en sciences éco. Comme je l'ai dit, il y a un grand nombre d'universités, hein, quasiment toutes les grandes universités proposent une formation en économie. Donc c'est à vous de voir quel est le contenu de cette formation, quel est le degré d'exigence. Regardez aussi la réputation de ces universités, regardez les débouchés des étudiants, donc discuter aussi peut-être avec des anciens. Voir quelles sont les spécialisations qui sont proposées. Voilà, c'est à vous de faire ce travail. Normalement, le diplôme de master ou le diplôme de licence, c'est un diplôme national. Donc, normalement, vous avez suivi le même type de cursus où que vous alliez. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des spécificités dans certaines universités, ou en tout cas des matières qui sont peut-être plus approfondies que d'autres. Et puis aussi
parfois une souplesse plus ou moins importante selon l'université. Certaines proposent beaucoup d'options, d'autres, au contraire, vous laissent peu de marge de manœuvre. Certaines proposent de l'informatique, par exemple, tout au long du cursus, d'autres pas du tout. Voilà, donc c'est vraiment, il faut regarder les programmes proposés par chacune de ces universités et faire le choix en fonction de tous ces éléments. On va prendre peut-être 2 dernières questions et on va clôturer. Ouais, on va prendre une question de Julien. Bonjour, pour aller en L3, pensez-vous qu'il est mieux de faire la L1, L2 en université ou de faire une prépa, si nous savons que l'objectif est d'obtenir un master sans aller dans une grande école? Si vous voulez aller en licence 3, faire un cursus, on va dire, standard, autant rentrer dès la L1 à l'université parce que vous allez avoir toutes les bases qui vous seront enseignées pendant cette L1 et cette L2. Et de toute manière, le passage entre la L2 et la L3, il est automatique dès lors que, évidemment, vous avez obtenu votre diplôme de licence 2. Donc, faire une école de commerce pour revenir à l'université, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, d'autant plus que, alors ça sera pas, vous n'aurez pas fait une école de commerce, vous aurez fait plutôt une prépa. Donc j'imagine que si vous orientez, c'est justement pour vous laisser la possibilité d'intégrer cette école et éventuellement, si vous ne réussissez pas, de pouvoir réintégrer l'université. Mais si votre stratégie, c'est juste de faire une licence d'économie, autant rester, autant être dès le début dans l'université, d'autant plus que dans les prépas, alors effectivement, vous aurez un renforcement, alors là encore plus poussé en mathématiques, dans les matières, on va dire, très scientifiques, mais l'économie telle qu'elle est enseignée n'est pas vraiment la même. C'est pas une école quand vous faites une prépa, vous n'êtes pas dans un cursus, on va dire, d'économie pure, donc vous n'avez pas, il y a beaucoup de matières que vous n'allez pas étudier ou en tout cas voir. Donc autant commencer directement dans l'université pour renforcer ce socle de formation qui, normalement, vous prépare, parce que c'est progressif, à la licence 3, donc à la fin de ce cursus de licence. On va clôturer le webinaire. Merci à tous les participants. Merci Monsieur Lotz pour votre présentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous inscrire au MOOC. À l'intérieur de ce MOOC, il y a un forum sur lequel vous pouvez échanger avec les différents professeurs du MOOC. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous allez recevoir un mail de remerciement avec le lien du MOOC, avec le webinaire enregistré et avec un ensemble de ressources sur ce que sont les MOOC d'orientation de manière générale et tous les éléments pour pouvoir vous inscrire à ce MOOC. Merci encore pour votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.